Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Je vous remercie déjà pour commencer évidemment pour avoir été aussi nombreux une nouvelle fois pour le live qu'on a organisé hier soir à 19 h, un peu par surprise puisque les réseaux étaient un petit peu en panne donc j'ai pas pu trop communiquer dessus. Mais vous étiez encore une nouvelle fois très nombreux, on était plus de 200 en live et ça faisait très plaisir. En tout cas moi je me suis régalé encore une nouvelle fois dans ce petit live des familles. Et aujourd'hui on va faire une review attendue, certainement redoutée peut-être par d'autres. En tout cas ça va être difficile parce que c'est un épisode qui a fortement divisé. Un épisode qui pose des problèmes, qui a apporté peu de solutions évidemment parce que sinon ça ne serait pas drôle. Et je vais tout de suite parce que voilà, vous savez que je ne suis pas langue de bois. J'ai toujours dit, j'ai toujours dit que Koh Lanta pour moi le critère numéro 1 devant tout le monde, pour mon critère d'acceptation et d'appréciation d'un épisode, c'était le divertissement. C'est le numéro 1 devant tout le reste. Il englobe toutes les autres catégories, il surclasse, il surpasse tous les autres critères que vous pourriez estimer faire un bon épisode de Koh Lanta. Ça surpasse la stratégie, ça surpasse le sport, ça surpasse le social, ça surpasse tout parce qu'en réalité ça les englobe tous pour véritablement passer une excellente soirée. De mon point de vue, l'ensemble de tous ces éléments doit servir le divertissement. Si ce n'est pas le cas, cela peut pour moi être décevant. Et bien là, hier soir, c'était juste parfait. C'était du grand n'importe quoi. Très souvent, on va essayer d'en parler, il y a eu du grand n'importe quoi. Mais ce grand n'importe quoi a été particulièrement agréable à regarder parce que c'était des batailles de chiffonniers, des argumentations de bas niveau, voire même de niveau de primaire ou des choses comme ça. Bref, des fois ça défiait l'entendement ce qu'on pouvait entendre. J'ai pris des notes, il y a des phrases qui peuvent potentiellement être cultes pour le millénaire qui s'ouvre devant nous. Tellement c'est absolument incroyable. Et pour autant, il y a des gens, je pense, qui seront déçus parce que peut-être que ce n'est pas forcément ce qu'ils souhaitent voir, parce qu'il y avait un côté, dans la surenchère, il y avait un peu, ça gueulait, etc. Alors les gens ont une version un peu idéalisée de ce que était Koh Lanta, parce qu'ils se disent en gros, qu'est-ce qui est devenu Koh Lanta? Je dirais plutôt que Koh Lanta a retrouvé un petit peu son style qu'il avait à l'époque. Je vous encourage à aller voir certaines saisons de Koh Lanta, notamment avec le Moundir Style. C'est des timides à côté, tout ce qu'on a vu hier soir. On peut même penser aussi à certaines époques de notre histoire où on avait aussi d'autres développements ou d'autres choses dans lesquelles on s'est insulté pour des choses beaucoup moins graves que ça, avec des gens qui s'insultent dans tous les sens. On en a eu, croyez-moi, plus que de raisons. Ceci étant, l'épisode ne m'a pas totalement satisfait parce qu'il y a des sujets qui n'ont pas été abordés et qui j'espérais soient abordés et n'ont été que très peu, voire même pas du tout, et ça me gêne toujours autant, mais ça on va rentrer dans le détail. Un épisode qui a permis aussi à certains candidats de se révéler, ou je dirais plutôt, parce que personnellement je pense que c'est le cas, de confirmer les bonnes impressions que j'avais déjà sur ces candidats-là. Ces candidats ont su s'illustrer dans cet épisode et ce fut un véritable plaisir. Bref, on va rentrer dans le détail de la review. La review, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue parce qu'il y a un côté ou de moi qui me dit que j'ai tellement pris de notes que la vidéo peut durer 3 jours. Et en même temps, il y a un moment donné, il faut aussi essayer d'aller à l'efficacité, essayer d'aller à l'essentiel. Mais je promets pas, vu le nombre de notes que j'ai pris, on est mal barré. Alors déjà, commençons par évidemment ce retour. Après, et donc d'ailleurs si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, à la partager sur les réseaux, à soutenir ces vidéos, c'est toujours, c'est toujours apprécié. Et dites à YouTube que ces vidéos sont bien, parce que voilà, il aime bien comprendre YouTube. Donc le robot YouTube, il a besoin de comprendre. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir cette chaîne. Bref, revenons à nos moutons. Alors l'épisode démarre évidemment comme d'habitude avec le petit débrief de ce conseil. Et deux candidats m'ont particulièrement s'illustrer dans ce débrief. C'est notamment donc Pauline, qui va juger le karma, des fois c'est assez drôle mais bon peu importe, qui va juger le niveau sportif de William comme étant plutôt pas ouf et pas extraordinaire et voilà, bref, elle l'a un peu descendu assez fortement et pourtant je suis sûr et paradoxalement je suis sûr et certain que cette réplique de Pauline n'aura entre guillemets pas fait réagir. Par contre le deuxième qui s'est exprimé, lui, va en prendre pour son grade, vu ce que j'ai vu un petit peu circuler sur les réseaux sociaux et lui-même s'en est plaint, je l'avais dit en live la semaine dernière, puisque Amri va apporter sa pierre à l'édifice en expliquant que lui reconnaît tout à fait qu'il trouvait que William était très, voire trop directif, qu'il commandait trop.
chose que je vous avais déjà signalé, puisque je vous avais dit que Amri était pour moi le leader non reconnu de son équipe, et que voir arriver quelqu'un qui avait ce style-là était peut-être un danger, et que pour lui, c'était tout à son intérêt de ne pas garder un William sur la durée, même s'il aurait pu avoir des stratégies assez différentes, je l'ai dit, des stratégies de garçon, etc. Même si vous savez que je ne suis pas fan sur le principe, mais ça, voilà, il y avait peut-être d'autres approches qu'on pouvait avoir. Et je pense qu'Amri, d'ailleurs, ça s'est vu sur cet épisode, je trouve, a encore, entre guillemets, une sorte d'influence quand même sur cette équipe, qui a baissé, c'est une évidence, mais qui est toujours présente et qui est toujours indéniable, qu'on ressent, mais qui n'est pas du tout, il n'est pas le grand Manitou qu'on entend, puisque je rappelle quand même que c'est important de le repréciser et de le redire, ce vote a été fait à l'unanimité, donc ça ne sert à rien de s'en prendre ni à Pauline, ni à Amri, ni à Jean-Kévin, ni à Hector, ni à qui vous voulez, ils ont tous voté pour l'élimination de William. Donc je veux bien qu'il y en ait un qui ramasse, mais s'il vous plaît, arrêtez de faire ramasser uniquement Amri, ils ont tous voté contre William. Donc, à partir de là, je veux bien que son influence soit énorme, mais il ne faut pas déconner. Et je trouve que cette intro nous disait bien ça parce que Amri n'a pas voté pour exactement les mêmes raisons que Pauline. Donc déjà, voilà, cette argumentation ne tient pas la route. Elle tenait déjà pas la route la semaine dernière, mais avec les éléments qu'on a cette semaine, c'est encore plus débile. Donc voilà, bizarrement, quand le temps me donne raison. Ensuite, l'épisode démarre avec un truc qu'on n'avait pas prévu. C'est Julie qui décide de faire des couverts en argile. Alors c'est vrai que c'est une première, on ne l'avait jamais vu. Elle dit voilà, avec la cendre et tout, je peux essayer de faire ça, nanani, nanana. Bon, ok. Quand même, je trouve que dans un lieu dans lequel l'hygiène est plutôt déplorable, manger avec un truc en argile, je pense que c'est pas forcément le plus favorable. Limite, je ferais plus confiance à mes mains qu'à un morceau d'argile à moitié carbonisé ou fabriqué avec de la suie ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, on verra ce que ça donne. On n'a pas eu de nouvelles depuis qu'elle a commencé à parler du projet. Mais je pense que si la production l'a mis, c'est que ce projet-là finira par être vu d'une certaine manière. Soit pour être raté, soit pour être réussi, peu importe. Mais je pense que s'ils l'ont laissé dans le montage, c'est qu'ils ont estimé que c'était important. En tout cas, on verra si effectivement ça revient sur le sujet. Et là, il va y avoir un candidat qu'on va voir un peu plus que d'ordinaire, c'est Meyssa. Meyssa, on l'avait un tout petit peu vu la semaine dernière dans une séquence voilà, tout à fait sympathique. Et là, Meyssa, lui, il va analyser un petit peu son camp et il va dire de façon factuelle que pour lui, ils ont un très très beau camp, puisqu'il constate que sa cabane est très bien, qu'ils ont un étendoir, qu'ils ont plein de choses qu'ils ont pu créer, construire, etc., etc. Et que pour lui, il est plutôt assez satisfait de ce qu'ils ont fait de leurs mains, etc. C'est vrai que c'est pas celui qui s'est le plus illustré, je trouve, dans ses actions sur le camp. En tout cas, c'est pas celui qu'on voit le plus. Et pour autant, il est très satisfait de son camp. C'est un petit peu celui qui te dit, en gros, c'est très bien ce que vous avez fait, je peux en profiter allègrement. On en reparlera tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, donc, on va partir à l'épreuve de confort, qui est un classique. D'ailleurs, les deux épreuves de cet épisode étaient un classique. Je le disais en live hier, j'ai dit que c'était presque surprenant que dans un seul épisode de Koh-Lanta, on ait vraiment deux énormes et immenses classiques de Koh-Lanta. Souvent, tu as plutôt une épreuve comme ça par épisode de Koh-Lanta. Là, ils ont mis vraiment les deux gros classiques de cette partie en équipe, puisque là, c'était le jeu des flambeaux. Alors, un classique, vous avez un flambeau avec du feu, vous l'emmenez jusqu'en haut, il y a une sorte de vasque à allumer, etc., etc. Il y a plein de variantes, et cette année, la récompense, c'était des pizzas, ou une récompense subsidiaire qu'on découvrira seulement après. Voilà. Il y avait 5 pizzas, ce qui est quand même déjà pas mal par rapport au nombre de candidats qu'il y avait. Et il y avait une pizza végétarienne, une pizza un peu classique, pizza reine, pizza 4 fromages, pizza machin. Bref, il y en avait un peu pour tous les goûts. C'était plutôt cool. Il annonce aussi que, ça je pense que c'est la règle qui va s'appliquer probablement pour le reste des épisodes, que un des gagnants dans l'équipe repartira avec un indice pour trouver un collier d'immunité individuelle. On en reparlera de cet indice. On voit, comme je l'ai expliqué, je l'avais dit la semaine dernière, mais tout le monde ne me croyait pas. Bah si, mais c'est franchement, si la production se fait flic à mettre 5 emplacements, c'est que oui, il y a bien 5 colliers d'immunité possibles pour chaque équipe, que ce soit l'équipe rouge ou l'équipe jaune. Et je pense d'ailleurs que ça spoil assez allègrement que dans 4 épisodes, nous aurons la réunification. En tout cas, il y a des grandes chances que ça soit le cas. 4, peut-être, voilà, 4 ou 5 en tout cas,
parce que à part s'il y a vraiment quelqu'un qui gagnait toutes les épreuves, peut-être que ça coincerait, mais c'est tout. Mais le reste, bah voilà, moi je pense qu'il y avait effectivement bien 5 colliers de chaque côté, et que c'est pas du tout un indice qui était le même collier pour tout le monde. Non, il y a bien 5 indices, donc 10 colliers potentiellement, 5 de chaque côté, qui sont soit sur des épreuves, soit rajoutés par la prod. Je pense qu'il y a d'autres colliers qui ne sont pas concernés par ça, évidemment. Et donc ce sera désigné par l'équipe perdante, qui désignera parmi l'équipe gagnante un candidat qui aura droit à 7 indices. Bon, on en reparlera, je trouve que la mécanique est plutôt très sympa, moi j'aime beaucoup. Ensuite, donc à la boule noire, Megan et Ricky vont être éliminés. Juste pour parler un petit peu de Ricky, qui justement avait fait un super épisode la semaine dernière, et qui cette semaine a été beaucoup moins en vue. Et ça n'a pas aidé, puisqu'en plus il a tiré la boule noire, donc forcément ça n'a pas aidé qu'on le voit particulièrement dans cet épisode. Donc il s'est bien illustré la semaine dernière, mais là c'était pas le cas. Mais celui dont on doit parler cette semaine, et dont on pouvait déjà un tout petit peu parler la semaine dernière par rapport à ses performances, j'en avais déjà un tout petit peu parlé sans forcément mettre l'accent dessus, parce que je trouve qu'il y avait encore à confirmer, à projeter, mais là cette fois-ci c'est officiel, c'est clairement son épisode. C'est l'épisode de Maxime, et là-dessus il a été... Sur cette épreuve, il a été incroyable. Alors déjà, il faut le dire que l'épreuve a été géniale. En fait, il y avait toute une partie, donc on transporte évidemment le flambeau comme d'habitude. Et puis ensuite, il fallait classer des pylônes pour faire une forme d'escalier. Et en fait, ils n'étaient pas tous de la même taille, etc. etc. Et c'est là que ils ont eu la chance, entre guillemets, cette équipe-là, d'avoir Maxime, qui a eu cette capacité à rester extrêmement calme. Et je rappelle que dans un moment comme ça, dans lequel il y a quand même pas mal de candidats, il y a beaucoup de gens qui bougent, beaucoup de gens autour de vous, etc., qu'il ait eu cette capacité à rester extrêmement calme, extrêmement posé, de pouvoir donner des consignes qui sont claires, pas du tout injurieuses. Si vous regardez bien, il est très clair, il est précis, il n'utilise pas, voilà, il n'est pas virulent, il n'est pas machin, clac. Les choses sont dites clairement, et les autres candidats l'écoutent assez rapidement, parce que je pense qu'ils sont assez convaincus de sa méthode assez rapidement comme de classement. Et vraiment, il a été excellent de A à Z. C'est un candidat que j'avais déjà remarqué, je vous l'avais dit les semaines précédentes, que c'était un candidat que je trouvais hyper intéressant, que je trouvais que vraiment il était en train de prendre sa place dans cette saison, et qu'il était un candidat sur lequel je pense qu'il faut vraiment s'intéresser, parce qu'il a un bon potentiel, même s'il semble pas le plus intégré dans son équipe. Mais pour autant, il a vraiment un énorme potentiel, et je pense que c'est quelqu'un qui a une vision du jeu qui est très intéressante, qui semble vraiment avoir une capacité à rester calme. J'espère par exemple, je me projette très loin, mais si je pense que c'est quelqu'un qui peut être à l'épreuve de l'orientation, je pense qu'il peut être extrêmement fort, parce que c'est quelqu'un qui, je pense, a une capacité à être très méthodique, très logique, et ça peut être une excellente force à ce moment-là du jeu. En tout cas, on verra si ça paye, mais je pense que ça peut être le cas. Peut-être qu'il ne sera pas à ce moment-là, évidemment. Donc, ce que je vous disais, c'est que donc justement chez les rouges, voilà, on réfléchit avec Maxime, etc. Et du côté des jaunes, c'est plutôt on fait un positionnement au hasard, on expérimente, etc., etc. Et donc, c'est assez désorganisé. Personne ne prend véritablement le lead et la parole. Et celle qui aurait pu, parce qu'on le sent qu'elle essaye de dire des choses, c'est Sarah. Alors Sarah qui avait pas potentiellement une très bonne option au tout départ, hein, on va pas se mentir, elle est plutôt à proposer des choses qui ne fonctionnent pas véritablement. Mais je pense que Sarah, il y a un véritable problème ici, mais on en reparlera plus loin, parce que je trouve que sur cette épreuve-là, c'est moins visible que sur l'épreuve du radeau. Mais on en reparlera tout à l'heure. Mais ce que je veux dire sur cette épreuve cette épreuve-là, c'est qu'en plus, ils n'y allaient pas tous ensemble. Il y avait d'abord un petit groupe, puis après un autre groupe, etc. Ça s'alternait. Et donc, je pense qu'ils auraient pu, tout à fait, les candidats qui sont à l'extérieur du groupe, se mettre d'accord, commencer à réfléchir. Là, ils étaient moins dans la tension, moins dans le n'importe quoi, et de réfléchir véritablement à qu'est-ce qu'on va faire, comment on va fonctionner, etc. etc. ce qu'aucun candidat jaune n'a fait. Alors, je pense qu'aussi, Sarah a une capacité ou difficulté peut-être à s'imposer pour pouvoir essayer d'imposer. Je pense que ça n'aurait rien changé, mais quand même. Et peut-être que justement, ça aurait été le moment peut-être d'utiliser Amri, qui a justement cette capacité à être assez écoutée. Et peut-être que si elle était passée par son biais pour pouvoir obtenir le meilleur de l'équipe, peut-être que là, on aurait eu une association plutôt intéressante. Vu que là, personne ne prenait véritablement ses responsabilités sur cette épreuve. Peut-être aussi parce que les gens n'avaient pas véritablement d'idées, voilà, ils sont allés un peu à tâtons, alors que Maxime a tout de suite eu véritablement une réflexion posée. Et c'est vrai que ça a été une victoire assez évidente, assez claire. Mais l'épreuve était très bien filmée, très bien montée, c'était très bien fait. Je me suis régalé. Alors au début en plus il y avait un petit suspense, ça arrive. Et puis après quand on les a vraiment vus
être organisé, je trouve que c'était plaisant, même si ça, il n'y avait pas forcément de suspense parce qu'on sentait bien que les rouges allaient s'imposer, et bah pour autant, c'était très agréable de voir la méthodo, etc. Et moi, c'est des choses auxquelles je suis très attentif dans Koh-Lanta, c'est aussi de regarder un peu ce qui se passe, c'est-à-dire de pas forcément juste regarder l'action au sens large, mais regarder aussi ce que font les gens, ce que font chaque candidat, regarder les petits détails, etc. Et je trouve que sur cet épisode, c'était particulièrement le cas. Bref, victoire des rouges voilà, qui est vraiment méritée. Donc là, ils peuvent choisir la pizza ou le kit de pêche. Alors ça peut faire assez réagir, donc ils vont choisir la pizza. Et en fait, pour info, ils tiennent compte quand même, ils posent la question de façon assez factuelle quand ils sont en train de discuter, c'est les pizzas, c'est un plaisir momentané. Le kit de pêche, c'est plutôt pour aller loin, pour être durable, etc. Alors là, il y a vraiment deux écoles. Moi, je pense que la pizza est un excellent choix si dans ton équipe tu n'as pas quelqu'un qui est particulièrement pêcheur. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas cette saison. Si vous regardez bien, personne ne s'est identifié de cette manière-là avec l'envie d'avoir le kit de pêche, etc., etc. Comme on a pu avoir dans cette saison où tu as des gens qui te disent vraiment « Ah moi j'ai hâte d'avoir le kit de pêche, etc. » Là c'est pas le cas. Et clairement avoir le kit de pêche pour ne jamais s'en servir et que ça ne rapporte aucun avantage et bénéfice palpable immédiat, je pense qu'ils ont fait un bon choix parce que manger les pizzas, ça leur apportera de l'énergie tout de suite et ils ont besoin d'être plus forts tout de suite pour pouvoir être meilleurs et être plus nombreux et peut-être accéder à la réunification plus nombreux, etc. etc. Donc pour moi, ça se justifie. Si par contre, ils avaient eu dans leur équipe quelqu'un qui véritablement avait cette capacité, je pense que là, il fallait choisir le kit de pêche. Donc là, c'est lié aussi à la saison en question qui n'a pas ces atouts-là, donc je pense que c'est pas... Voilà, c'est vraiment, il faut regarder. C'est sûr que si tu as un Théoura ou un Claude, par exemple, qui sont des candidats qui aiment pêcher, qui ont particulièrement cette appétence, et qui sont en plus très efficaces, bah forcément, là, je pense que ça vaut plus le coup de prendre le kit de pêche. Donc ça dépend vraiment du candidat, et là, cette année, ça semble pas le cas. Et puis surtout, je me suis permis d'être un peu troll. Les rouges, on a quand même vu que c'était l'équipe des feignasses, quand même jusqu'à maintenant. Alors Maxime a toujours pris des pincettes, moi je n'en prends pas, où il est toujours en train de se dire, tiens, il ne fout rien. Clairement, prendre le kit de pêche serait littéralement, je pense, une immense blague, parce que si déjà ils sont pas très motivés à s'activer, etc., le kit de pêche risquait plutôt d'être une sorte de blague et en réalité n'apporter véritablement aucun avantage. Là, au moins, ils ont mangé, ils se sont sustentés, etc. On en reparlera juste après. Et alors, qui va récupérer donc l'indice pour le collier? Donc l'équipe va se mettre d'accord et ils vont se mettre d'accord sur Julie, donc l'équipe perdante va se mettre d'accord sur Julie, qui va récupérer le collier, l'indice pour le collier d'immunité individuelle. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, ils vont aller donc profiter du repas et du confort tous ensemble. Et là, les rouges, donc qui ont remporté l'épreuve, il faut quand même le rappeler, etc., vont faire des reproches. Ouais, je rappelle qu'ils ont gagné. Qu'est-ce que ça aurait été s'ils n'ont pas gagné? Ils vont faire des reproches à Léa sur à la fois son attitude, à la fois sa capacité à ne pas être dans le mood avec les autres candidats quand il y a l'épreuve qui se déroule. Bref, ils vont lui mettre toutes les fautes sur la tête. Elle est responsable de tout. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que dans l'image que nous diffuse la production pour justifier les propos des candidats, il n'y a rien de particulièrement évident non plus. C'est-à-dire que quand ils te déclarent ça, tu as l'impression que la prod veut absolument t'illustrer ça avec une image pour que tu comprennes. Et en réalité, je trouve que ces images ne sont pas particulièrement éloquentes pour pouvoir justifier ses propos. Donc, ça paraît de l'acharnement, il faut le dire très comme c'est. C'est-à-dire que Léa, on a bien compris qu'il ne l'apprécie pas particulièrement, il lui trouve tous les défauts de la planète, tous sans exception, elle n'a absolument aucune qualité, c'est très clair. Et donc là, s'ils peuvent lui en mettre une couche, ils lui en mettent une couche. Alors qu'ils sont en train de passer un moment sympa, un moment à manger de la pizza, etc., etc., et ben Léa, elle va en prendre plein la tête pendant tout le repas. Limite, franchement, un repas qui te passe presque de travers, quoi. C'est absolument terrible. Qu'est-ce que ça aurait été s'ils avaient perdu? Et là arrive Émilie. Émilie qui va faire une décla, voilà. Tout de suite, elle va poser le truc à faire « Oh, moi je suis très émue, j'ai vraiment envie de pleurer parce que je trouve que c'est trop beau ce qu'on vit actuellement, vous êtes vraiment une famille pour moi, etc. etc. » Alors que dans cette équipe-là, c'est vraiment l'équipe de Chippy qui vraiment se tacle dans tous les sens, etc. sans vraiment se dire les choses d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment assez formidable. Et là, il y a la famille. Ah bah, franchement, vive le repas de famille. Et donc là, le repas de famille, on va voir tout de suite quelle gueule il a. Puisque Émilie, voilà, elle fait ce genre de discussion. Et il y a deux candidats qui vont un peu se moquer d'elle. Se moquer, on se comprend, mais c'est Meissa et Julie. Meissa qu'on n'avait pas beaucoup vu jusqu'à maintenant. Potentiel, il est intéressant celui-ci.
mon petit Fléau le méritant, attention, hein, là on a mieux, on a beaucoup mieux là. Parce que voilà, Meiya il va se moquer, il va dire mais elle nous sort la famille, etc. On s'est promis que dalle, ça fait 3 jours qu'on est là, ça y est, enfin, il exagère un peu, mais il dit voilà, là d'un coup, on est la famille, on sait pas quoi et tout. Il y a même cette expression, elle vit pour les caméras, Julie dit plus ou moins la même chose, etc. Pas en frontal, mais en facecam, ils nous disent ça pour nous. C'est assez drôle de voir ça, parce que ça se voit qu'ils sont pas forcément dupes sur ce genre d'action, et que pour eux, c'est pas du tout aussi, peut-être aussi sincère que ce qu'on peut imaginer, et que c'est plutôt pour dire oh là là, je suis vraiment content, machin, etc. Donc en réalité, pour eux, tout ce qui a été dit, en tout cas le fond véritablement de l'action et des propos, ils y croient pas tellement. Voilà. Et puis, donc... dans les discussions, eh ben, les autres candidats vont dénigrer Julie, parce que Julie a obtenu l'indice, vous l'avez suivi, et que Julie, elle dit, bah, moi, ils m'ont certainement choisi parce que bah, j'ai été très douée sur l'épreuve du bambou, j'ai tenu extrêmement longtemps, et donc elle le voit comme quelque chose de positif, une belle récompense. Les autres la cassent tout de suite. Je sais plus quelle candidate exactement, mais globalement, voilà, ils disent assez vite que c'est pas du tout parce qu'ils veulent la valoriser, mais certainement parce que tu es la plus faible, tu es la plus nulle, et que donc ils veulent pas qu'on puisse t'éliminer. C'est sympa, la famille, hein, c'est sympa la famille. Belle ambiance, un repas de famille de qualité, c'était formidable, vraiment, mais t'as qu'une seule envie, c'est d'aller bouffer chez eux. C'est formidable, vraiment, mais accueillir des gens, c'est formidable. Bien sûr, retour sur le camp de l'autre côté, les jaunes sont abattus, et notamment Sarah. Et Sarah qui espère que ça ira mieux, que ça va aller dans le bon sens, etc. etc. Amri va être aussi particulièrement remonté aussi, mais bon, voilà. Hein. Et Julie, en revenant sur le camp, va pouvoir consulter son indice. Elle consulte son indice, il y a le parchemin, elle le met dans le... Il faut qu'elle le mette proche du feu, pardon, pour pouvoir révéler son message. Et là... Elle, donc, elle ne peut pas le lire tout de suite, immédiatement. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va le mettre, le carquois, dans sa poche, et elle va mettre le papier aussi dans une autre poche, etc. Bref, mais le carquois est assez visible, je crois qu'elle le met dans sa poche arrière, et il est assez visible pour les candidats. Et les candidats vont faire la remarque en se disant « Pourquoi tu ne ranges pas ce carquois dans ton sac ?» Oui, évidemment, Jean-Michel, hein, Émilie, pourquoi je range pas mon indice dans mon sac fermé à double tour sur le camp disponible pour certains ou certaines, hein, voilà. Non, on voit pas de lien. Je ne vois pas d'information, je ne vois pas de lien. Non, moi personnellement, je trouve ça étonnant. Franchement, moi je lui conseille même de laisser son sac, littéralement, vraiment dans le mode troll. Que je pense qu'elle aurait pu vraiment troller, mais on en reparlera parce que je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa avec ce qu'elle a obtenu, de mettre littéralement son indice tu vois, sur son sac et de voir qui touche pas, tu vois, etc. Bref, s'amuser un petit peu avec ces gens-là. Puisque évidemment on avait eu la révélation la semaine dernière qu'il y avait eu des fouilles de sacs. Et donc là ils se surprennent. Alors que je rappelle que tout le monde est au courant, enfin tout le monde va être au courant plus ou moins, mais il y en a déjà qui sont déjà au courant. Et donc quand il y a la question qui est posée et que notre amie Julie, elle a quand même l'honnêteté de répondre, à un moment elle dit bah je suis désolé, mais non, je ne vais pas laisser mon indice traîner parce que, on va pas se mentir, il y a des gens, je leur fais pas totalement confiance, ils ont l'air tombés de leur chaise les gens. Faut que ça ils font, oh mais tu fais pas confiance à l'équipe, tu fais pas confiance à la famille. La famille, oui la famille. Ah bah la famille qui vole dans les sacs, oui la famille. Oh bah oui la famille, ah c'est beau, c'est beau. Ah bah la famille, quand les repas de famille c'est magnifique. Ah bah Léa, la famille, tout ça, ah c'est magnifique. Ah c'est sublime, moi j'adore la famille, c'est beau. C'est beau la famille, ah là là là, qu'est-ce que c'est beau. Hein, franchement, des histoires familiales comme ça, c'est formidable. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Là, bizarrement, hein, quand notre amie Julie est en train un petit peu de chercher peut-être son collier, et ben là tout le monde lui tient le bourrichon, hein, tout le monde est avec elle. Ah ouais, la lâche pas, hein, on sait jamais, mais c'est la famille, on passe du temps en famille, parce qu'on s'apprécie. Oui, c'est pas du tout pour l'observer, non, c'est qu'on s'apprécie, on s'aime, on est de la même famille, n'est-ce pas? Tout à fait, voilà, la famille, enfin. Et donc Julie va trouver du manioc d'ailleurs, et là, première, en tout cas moi je n'ai pas souvenir que ça soit déjà produit, il y a déjà des candidats de Koh-Lanta qui se sont empoisonnés avec d'autres trucs, il y avait du tarot, il y a eu plein de trucs, il y en a plein, des choses qui les ont empoisonnés, diverses et variées, etc., des choses qu'ils ne devraient pas bouffer, qui bouffent, etc., des fruits, des machins, des conneries, il y en a eu tellement. Mais par contre, le manioc cru, je crois que c'est la première fois que ça arrive. Et pourtant,
le manioc c'est un produit extrêmement consommé. Alors je me suis dit, est-ce que c'est pas aussi lié au fait que souvent ils cherchent le manioc une fois qu'ils ont obtenu le feu, et que donc une fois qu'ils ont obtenu le feu, ils le font cuire automatiquement, et que c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas eu de configuration dans les saisons de Koh-Lanta où ils trouvent du manioc mais sans le feu, et que donc il n'y a jamais eu cette idée de le manger cru. Et en fait, évidemment, donc Émilie va essayer. J'ai envie de dire, vraiment, j'ai pas souvenir que quelqu'un l'ait déjà fait. Et là, en fait, juste elle va mettre ses lèvres dessus et en fait, se rend compte que c'est assez violent et qu'il faut pas faire ça. Donc on le saura, voilà, il faut pas faire ça. Ouais, mais je me doutais bien parce que les tubercules comme ça, quand c'est pas cuit, globalement, c'est la meilleure façon d'attraper le Covid numéro 23. Qu'est-ce qu'on peut dire Et donc là, bon, tout le monde va reprocher donc à Julie, voilà, de ne pas avoir confiance en eux, tu m'étonnes Jean-Pierre. Et là, va avoir la question de est-ce que cette fouille de sac est vraie? Quoi qu'est-ce? Alors pour info, il y a eu une interview chez Pure Media, donc on sait qu'Emilie a véritablement fouillé dans le sac, nous en fait on sait déjà, donc désolé, ça spoil allègrement, mais c'est pas grave, parce que l'interview est sortie chez Damien Marcereau et il a déjà spoilé, c'est pas grave, que effectivement elle a bien fouillé, par contre elle n'avait pas l'intention de voler, voilà, quand même, on n'a pas de dignité, mais un petit peu quand même, messieurs dames, c'est la famille, bah voilà, c'est la famille, bah voilà. Donc, pour info, sur le parchemin, une fois qu'elle va pouvoir le lire, elle va se rendre compte que c'est la citerne d'eau, dans le bouchon, il y a le collier d'immunité. Sauf que là, bah, je me dis, c'est génial, ça tombe enfin un collier d'immunité individuel qui tombe entre les mains de quelqu'un qui en a vraiment besoin. Parce que jusque là, on va pas se mentir, les colliers d'immunité sont tombés entre les mains de gens qui n'en avaient parfois pas besoin. Ou en tout cas qui n'ont pas eu d'influence sur le jeu, parce qu'en fait ça tombe dans c'est le problème de ces concepts, c'est que si jamais ça tombe entre les mains de gens qui n'ont pas besoin, et en plus on le force parfois à les jouer rapidement, etc. Donc en fait c'est artificiel, ça n'apporte rien, sauf peut-être de perdre un peu les gens pour nous de notre côté, parce que trop de colliers tue le collier, on sait même plus, on arrive même à se paumer de quel collier est valable jusqu'à quand, etc. Parce qu'ils ont et puis quelles règles, etc. Bref, ça peut nous perdre. Là, elle trouve son collier, et bah pensez-vous, c'est le même collier que notre ami Steve. C'est-à-dire un collier qui ne te protège pas toi, mais tu peux prendre la décision de protéger quelqu'un. Ouais, génial, ça ne sert encore une nouvelle fois à rien, c'est vraiment un mauvais collier. Sauf que là, donc là notre amie Julie, qu'est-ce qu'elle en a fait? Eh ben elle n'est pas allée glaner sur tous les toits qu'elle avait trouvé un collier, puis elle veut le montrer aux gens ou je sais pas quoi. Non. Elle l'a pris et elle l'a fait, si vous regardez bien, elle le met dans son sac. Et elle fait exactement comme elle agirait avec un vrai collier. Alors elle est super contente de l'avoir trouvé, j'ai pas l'impression qu'elle comprenne véritablement que en fait c'est pas si ouf que ça, parce que c'est pas ouf, je suis désolé, c'est un collier qui ne sert à rien pour elle, sauf cas particulier. Et là on est dans un cas particulier. Parce que moi, avec un truc pareil, avec une saison pareille, je fais un truc, c'est-à-dire que le collier d'immunité, moi je le mets sur le haut de mon sac, c'est-à-dire que je le mets vraiment à l'entrée du sac. Et je le mets vraiment pour qu'il soit pas visible, mais que si quelqu'un veut fouiller, si vous voyez ce que je veux dire, la famille, vous voyez ce que je veux dire, et ben voilà, viens fouiller ma grande, viens fouiller, voilà. Donc j'espère que Julie va faire ça, j'espère qu'elle va la laisser fouiller, et que tu vois, genre que le collier soit, parce qu'une fois qu'elle aura fouillé, elle n'aura pas le parchemin qui explique le pouvoir de ce collier. Donc elle va laisser, tu laisses les autres, comme un peu Seta avait fait, c'est-à-dire que tu laisses les autres parler, et personne n'ira vérifier une nouvelle fois, parce que là ils se diront juste qu'il y a un collier, etc., puis c'est la mort, etc., bah c'est le bordel, et ils viendront pas vérifier vraiment qu'il y a un pouvoir, parce qu'elle l'aura planqué comme un vrai collier. Elle l'aura pas sublimé comme quelque chose de différent. Non, c'est un collier, tout ce qu'il y a de plus collier, point terminé, hop là. Donc il faut espérer, voilà, on l'espère, que la famille soit au rendez-vous, si vous voyez ce que je veux dire, hein, en tout cas un membre de la famille notamment. Alors, et là on va passer à la préparation de l'épreuve d'immunité. Comme je disais tout à l'heure, deuxième classique. Oui, parce qu'on a déjà eu un classique, et là on a un deuxième classique. Premier classique, c'était l'épreuve de transport de flambeau, et là cette fois-ci c'est l'épreuve du radeau. Moi c'est une épreuve que j'aime bien. Vous le savez, il n'y a qu'une seule épreuve vraiment dans laquelle je ne peux pas, c'est les poteaux, je ne peux pas, c'est pas possible, je ne peux pas, voilà, je n'y arrive pas. Celle-ci, par contre, je l'aime bien, mais je l'aime bien quand elle a des vrais, parce que j'estime que pour moi, j'en parlais en live hier, c'est que l'épreuve, pour moi, je prends autant de plaisir à les voir construire le radeau, c'est-à-dire discuter, échanger, etc., qu'à regarder l'épreuve se dérouler. Et en fait, pour moi, la capacité à aimer cette épreuve, elle englobe le tout. Souvent en plus on reproche qu'il n'y a pas trop de survie, etc. Je trouve que fabriquer de leurs mains le radeau et puis la pirogue, etc. Je trouve que c'est plutôt sympa, et moi personnellement je sais que je passe plutôt un bon moment à regarder ça à chaque fois. Alors chez les rouges, on va commencer par eux.
Déjà, celui qui va s'identifier assez vite au départ comme leader, c'est David. David, ce sont des preuves, il a envie de le faire pour ses enfants, etc. On en reparlera tout à l'heure. Et voilà. Maxime, lui, sa spécialité, en tout cas, voilà, il dit moi je sais bien faire les nœuds, donc je peux faire les nœuds, etc. Et puis David va partir sur un projet, et Maxime, un peu, voilà, va dire écoute, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, je pense que ça ne marche pas. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Et contrairement à un Freddy de l'époque, pour ceux qui se souviennent, quand il avait déjà fait ce genre d'épreuve, où parfois il avait été un peu dirigiste, etc., là, ça aurait pu coincer. Et c'est là qu'on voit que, je l'ai dit moi sur Twitter et j'assume totalement mes propos, j'estime que Maxime est plus fort, plus malin que ce qu'a pu être Freddy quand il était arrivé à l'époque, où Freddy avait eu ces erreurs-là de vouloir absolument avoir raison, etc., etc. Maxime, il pense avoir raison, et le temps lui donnera raison, on le sait tout de suite, hein, je ne vous le pas eu tout de suite, il va avoir raison. Mais il va vraiment échanger avec David, et en fait on se rend vite compte que David n'a pas de connaissances. C'est-à-dire que David, il y a le rêve, et puis il n'y a pas de base, il n'y a pas de compétences, il n'a rien à valoriser, David. Juste, il aime cette épreuve, elle est emblématique pour lui, il est content d'y participer, mais pour autant, il ne peut pas expliquer, il ne peut pas justifier ses choix. Ce qu'est capable de faire Maxime, toujours avec une clairvoyance et avec un calme, comme on le disait tout à l'heure. Parce que là, il n'a pas essayé d'être dirigiste, il a surtout posé le sujet. Il a dit, voilà, moi je pense qu'il faut faire comme ça parce qu'il faut plutôt couper ça, machin, etc. Bam, bam, bam. Et donc au final, il arrive à convaincre assez rapidement les autres d'essayer. Et au final, le temps lui donnera raison. Celui qui m'a fait délirer dans ce passage, c'est évidemment Meissa. Qui, lui, il a fait « Ah mais moi c'est simple, je n'y connais rien, moi je ne sais rien faire, donc je reste assis et tant que ça flotte, ça me va. » Ah mais lui, le kit de pêche dans les mains, je pense qu'il en aurait fait des merveilles, très clairement, parce que ça a l'air d'être un fumiste de première, mais je l'aime beaucoup, j'aime bien les personnalités comme ça me fait marrer, parce que lui, vraiment, alors là, on a trouvé, franchement, lui, dans la saison de Marc, je pense qu'il finit crucifié sur une croix. Ah, je pense. Parce que là, lui, je pense qu'on est tombé sur du champion. D'insta, comme ça, un peu avec l'expérience qu'on a, je pense qu'on est tombé sur du champion. Voilà, on va pas se mentir. Vraiment. Marc, là, il débarque. Oh là là, qu'est-ce que ça donnerait? Je pense que ça serait formidable. Bref, et puis il y en a une, alors là, la famille, toujours, on connaît, Émilie, qui va donner son avis. Ouais, elle vient donner son avis. Mais, vous savez, on donne son avis, mais on ne fait rien. Ça, c'est une qualité, c'est-à-dire qu'elle vient. Elle dit, moi, faudrait pas faire comme ça. Et puis elle s'en va. Et alors Maxime fait, mais vous servez à quoi, madame? Qu'est-ce que vous faites? Et David va faire, mais qu'est-ce qui se passe? Qui vient? Qui me parle? Et bref, la séquence est hilarante. Je me suis marré de les voir faire ça. Les facecams sont géniales. David, il est génial. C'est trop bien, Parce que Maxime, il a fait, restons concentrés, restons sur les deux, restons sur le truc, parce que là, c'est bon. Elle arrive, vraiment, mais c'est... Et puis pareil, même truc, elle arrive, elle propose des trucs, on sait pas. Alors, je me suis dit, si ça paye pas, ça paye pas, il aura l'air con. Et puis peut-être qu'elle aura eu raison. Mais là, Maxime, lui, au moins, il y avait... Là, souvent, elle arrivait, elle disait des trucs, on savait pas vraiment pourquoi. Alors c'est sûr, ils y connaissent rien en radeau, c'est comme moi, j'y connais rien. Donc, j'y connais rien dans le sens de, voilà, je suis fabricant de radeau. Donc, mais c'est vrai qu'elle arrive... Et on lui demande, ouais, mais alors, limite, essaye, aide-nous, j'en sais rien, etc. Mais au final, ils font rien de particulier, et au final, ça prend. C'est pour vous dire qu'un épisode pourrait mal tourner de ce côté-là, parce qu'on pourrait très bien avoir un épisode où on a une autre narration qui s'installe, c'est pas celle-là qui va s'installer, mais elle pourrait, où Maxime se retrouve complètement, responsable de tout, si par exemple, l'épreuve se passe mal, et que là, Émilie retourne tout le monde contre lui, etc. Vraiment, on peut faire un tout autre épisode et une narration complètement différente. C'est pas ce qui va se produire, mais ça aurait pu être le cas. Vu un peu comment l'équipe fonctionne. Alors, de ce côté-là, on va aller ensuite chez les jaunes, pardon. Donc chez les jaunes, vous avez Sarah, qui va sortir quand même un élément qui m'a fait marrer. C'est donc il y a plein de points de vue déjà qui vont s'opposer. Il y a Amri qui va parler, il y a Sarah qui va parler, il y a plein de gens qui vont parler. Mais elle va dire un truc, à un moment qui est assez marrant, elle me dit, il y a un truc en tout cas sur lequel il faut qu'on s'appuie, c'est que les lois de la physique, ça existe, et que donc il y a des choses quand même qui doivent se faire et qui sont assez logiques. Sauf que cette phrase, elle est très belle, moi je l'ai notée, elle est constitutionnelle cette phrase, elle est magnifique. Ceci étant, qu'est-ce que tu entends par là? Et ça on ne saura pas, parce qu'en fait, elle te sort une phrase comme ça, mais tu sens pas qu'il y a la compétence derrière. Il n'y a pas cette compétence de pouvoir t'expliquer véritablement pourquoi elle te sort un truc pareil. Parce que oui, effectivement, le but c'est que le navire il flotte, qu'il soit dirigeable, etc. Il n'y a pas de problème. Et qu'il soit léger, qu'il soit manœuvrable, il y a plein de qualités qu'on peut rechercher. Et les lois de la physique évidemment comptent. Mais elle te balance ça, mais alors,
quel aspect concret? Qu'est-ce que tu imagines? Et là, on ne comprend pas totalement et elle ne s'affirme pas particulièrement. Mais je pense surtout qu'elle n'a pas véritablement ce niveau de compétence pour pouvoir vraiment expliquer son choix, dire pourquoi, etc., pourquoi ça lui semblerait meilleur. Et donc, au final, elle ne se fait pas particulièrement écouter. Et on en parlera juste après. Voilà. Il y a Alexis qui va en ramasser plein la gueule. Parce qu'Alexis, alors là, à ce moment-là, il va nous faire une masterclass. Il arrive, lui, il nous avait dit qu'il était marin. Donc, il veut s'illustrer, se rendre utile. Sauf que, lui il sait qu'il sait pas faire les nœuds. Voilà. Alors déjà, beaucoup de gens se sont foutus de sa gueule, etc. C'est un marin, il sait pas faire les nœuds, etc. Je sais pas dans quel espace-temps vous vivez. On est quand même au 21e siècle. La plupart des gens qui travaillent sur des navires sont quand même des gens qui globalement travaillent sur des navires, si en tout cas ils travaillent dans la marine militaire, qui sont des navires extrêmement haut de gamme, qui sont des navires avec de la haute technologie partout, etc. etc. Autant vous dire qu'on n'est plus du tout sur des navires à voile ou dans lesquels ces capacités sont véritablement intéressantes. Je veux dire, voilà, il faut quand même se rendre compte que le monde a évolué et qu'on n'est plus sur la piraterie de Jack Sparrow, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je me permets quand même de me marrer un peu sur ce point. C'est vrai que ça fait un peu cruche, mais voilà, je jette pas la pierre, je veux dire, limite, par exemple, moi je l'attendrais plus, le côté militaire, sur le parcours du combattant. Parce que là, évidemment, physiquement parlant, un militaire doit être très bon sur le parcours du combattant, ça ce serait plutôt quelque chose d'attendu et d'évident, en tout cas de mon côté. Et qu'il sache faire des nœuds, honnêtement, comme je vous le dis, qu'il sache plutôt, limite qu'il soit pas mal au tir à l'arc, ce serait pas mal, parce que tu peux te dire que s'il a une bonne capacité à viser, ça serait aussi plutôt une qualité qu'on devrait retrouver chez lui. Qu'il sache faire des nœuds, je trouve pas que ce soit si discriminant. Je sais que beaucoup se sont foutus de sa gueule, mais en tout cas je le dis, moi, pour moi, pas tellement. Mais sauf que moi, le problème, c'est que si tu sais pas faire, tu sais pas faire, t'arrêtes. Mais lui, il s'est dit, moi, je sais pas faire, mais je vais faire semblant que je sais. Oui, ouais, bien sûr. Ça marche très bien, ça c'est formidable. Donc évidemment, il essaie de faire des nœuds, et puis tout le monde se rend compte que c'est de la merde. Ah oui, parce qu'il sait pas faire. Donc les gens vont finir par s'en rendre compte, et puis ils vont lui dire, mais en fait, tu sais vraiment faire les nœuds? Parce qu'on voit bien qu'il n'y a rien qui tient, c'est pas serré, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que tu nous dis là? Et puis il va lui dire, ouais, non, mais en fait, tu vois, machin. Il s'est enterré tout seul. Il s'est enterré tout seul comme un grand, mais vraiment formidable. Donc à un moment, les membres de l'équipe, ils ont dit, allez, c'est bon, stop, faut qu'on arrête. C'est bon, ça va 5 minutes là, mais c'est bon. Allez, si vous savez faire les nœuds, vous venez nous aider, mais si vous savez pas faire, faites autre chose. Voilà, rendez-vous utile, il y a plein de trucs à faire, mais ça, c'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut qu'on avance, quoi. Bon, là, petite remarque à ce moment-là. Chez les Rouges, quand le bateau sort, quand le radeau sort, ils te disent, il coule un peu. On verra que ce sera pas le résultat final, mais j'ai juste dit, bah tiens, il coule un peu. Et je fais, ah ouais, et ça les fait pas plus réagir que ça, mais il coule un peu. Bon, le temps donnera raison à ce bateau, donc je ne dis rien, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ils n'ont pas l'air extrêmement contents, extrêmement satisfaits. Mais bon, écoutez, ils sont allés jusqu'à là, c'est bon, ils vont l'assumer maintenant. Et là, l'enchaînement de drama, je vais l'écrire comme ça très probablement, l'enchaînement de drama, avec plein d'incidents multiples. Premier incident, Léa, une des Léa sur le camp, elle en prend une car elle a soi-disant critiqué Meissa lors d'une épreuve, etc. Donc Meissa va la reprendre et il va lever la voix. Ce que moi j'ai espéré la semaine dernière et qui ne s'est jamais produit, parce que notre Julie, elle est trop gentille. Et là, lui Meissa, par contre, lui, bah, quand même, si jamais des trucs qui lui plaisent pas, il va le dire. Alors par contre, ça tombe une nouvelle fois, hein, comme par hasard, encore une nouvelle fois sur Léa. Vous allez me dire que le sort s'acharne, mais c'est la famille, n'oubliez pas, la famille. C'est important la famille, très important. Ouais, la famille. Bon, j'ai envie de dire, lui, il croit pas à la famille de toute façon, donc lui n'est pas dans le problème. Bref, ensuite, Julie, deuxième incident. Elle va reprendre Cécile, alors qu'on ne voit pas au montage, c'est absolument terrible. Elle doit avoir 15 séquences une séquence par épisode. Et là, la seule séquence où elle est là, c'est une séquence où elle mange un fruit, donc le panganus, qui s'avait fait cuire. Et là, Julie la reprend en disant, écoute, t'es en train de bouffer sans nous, etc. Elle dit, mais non, c'est juste que je goûte le fruit pour savoir s'il est cuit, parce que je ne sais pas comment ça se bouffe, cette saloperie. Bref, ça part au pugilat, ça part en sa gueule, etc. etc. Comme, alors, il y a eu des comparaisons multiples avec une célèbre émission de télé-réalité qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle Les Anges, où ils étaient capables de s'embrouiller pour des shampoings, pour des conneries, bref. Voilà, hein, des grands moments et des grandes heures de la télévision française. Mais en fait, on a toujours eu des embrouilles, parfois sur des trucs qui sont pas non plus extraordinaires dans Koh-Lanta. Mais là, en fait, les voir enchaîner comme ça, les dingueries, c'était extrêmement drôle parce que t'as l'impression qu'ils se seraient reproché tout et n'importe quoi. Mais moi, ce qui m'a gêné, je le dis maintenant, c'est que l'histoire du collier, par contre, enfin l'histoire de la fouille de sac,
qui est pour moi le cas le plus grave et qui quand même mériterait que là ça gueule un bon coup, et ben là, ou même à l'époque que Julie, on lui parle mal, etc., mais bon, peu importe, mais en tout cas ça n'amènera absolument à rien. Ça ne choque personne. T'as l'impression que ça ne choque personne. Ah ouais, il n'y a que Julie qui, elle, voilà, elle fait gaffe quand même à ses affaires, mais le reste, ça ne choque personne. Alors par contre, manger un fruit, oh là 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 là, enfin en tout cas un élément d'un fruit pour le goûter, oh là là, quelle catastrophe. Qu'est-ce qui est, mal parler à Meissa, enfin mal parler, parce que quand on voit les images, c'est pareil, elles sont pas très, elles sont pas folles, hein, pas folles la guêpe, et bah sans déconner, les images de Meissa là, bref, la semaine dernière, bizarrement, j'ai pas vu les gens venir défendre notre amie Alicia, enfin ou plutôt défendre Julie quand Alicia lui parlait comme de la 1-1, si vous voyez ce que je veux dire. Là bizarrement ça n'intéressait personne, et là Meissa par contre là ça l'intéresse, pour vous dire à quel point ils en ont strictement rien à foutre les uns des autres. C'est la famille, vous connaissez la famille. Alors ceci étant, la famille c'est beau. Au final, là le matin, à l'intro de Denis le matin, le lendemain matin, à l'intro de Denis, tu sais que la séquence ça va être une masterclass. Il dit là attention les enfants, il va y avoir une séquence, c'est le qui a dit quoi, voilà, qui a dit quoi. Et alors la façon dont il l'a présenté, il le présente comme ça, il dit ce matin sur le camp, il va y avoir un qui a dit quoi. Et tu sens très bien que ça ne va aller nulle part. Ça va dans le mur tout seul comme des grands, c'est vraiment un truc formidable. Et donc là, Léa, en fait, elle reproche parce que peut-être que Meghan aurait mal parlé sur elle, sauf que Meghan essaie de savoir, elle dit mais attends j'ai jamais peut-être fait ça, etc. Donc qui a dit ça? Il semblerait que ça soit Émilie, parce que c'est ce qu'on voit plus ou moins à l'interview, qu'Émilie aurait, enfin bref, il y a un tour de téléphone arabe, sauf que Léa a dit ah bah ouais mais moi je peux pas vous dire qui m'a dit ça puisque bah c'est une personne qui est venue me parler, donc elle a été honnête envers moi et je veux pas trahir cette honnêteté, etc. Un enchaînement de bordel où après il se reproche tout et n'importe quoi. Donc là, bah, qui a bavé sur moi, hein, Meghan quand même sort la phrase telle quelle. Donc là évidemment donc Léa ne veut pas dire qui c'est, tout le monde retombe sur Léa. Plus sur la phrase d'origine mais sur Léa qui ne veut pas parler. C'est la famille. La famille. David, lui, pense que c'est Émilie. Je pense qu'effectivement, vu les éléments, ça semble plutôt elle, puisque Émilie va être une des seules à être interviewée en facecam, en sous-entendant plus ou moins voilà, que c'était pas une très très bonne idée de venir raconter ça sur la place publique. Mais bon, peu importe. Mais en tout cas, voilà. Ce passage-là a été, mais absolument, du grand n'importe quoi. On a enchaîné les clashs, on a enchaîné les événements, etc. Et tu te dis qu'ils vont partir sur le camp avec cette équipe-là. Et on se dit que, effectivement, on a hâte qu'ils aillent au conseil parce qu'il faut que ça explose. Et en fait, je vais vous dire un truc, c'est qu'il y a une règle dans Koh Lanta et je m'y attendais. C'est que s'il y a un camp qu'on voit énormément, et ben souvent, ce camp-là, avant l'épreuve, pardon, et ben ce camp-là, on le voit pas après. Et ça m'a pas spoil, mais ça m'a spoil légèrement. Je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'on les a vus énormément au montage. Et je me suis dit, si jamais c'est bien les rouges qui sont éliminés, ça veut dire qu'on verra quasiment pas les jaunes de l'épisode. Parce qu'on les a quasiment pas vus. On a vu Amri 15 secondes, Sarah 15 secondes et le reste, il y a eu quelques petites interventions, quelques candidats ont pu parler globalement, mais c'est très peu. Et globalement, personne n'a parlé. Et donc je me suis dit, c'est pas bon signe. Je pense qu'à mon avis, on finira l'épisode chez les jaunes. Et finir l'épisode chez les jaunes, c'est que probablement ils ont paumé. Le temps m'a donné raison, mais je l'ai senti venir. Voilà, je l'ai un peu senti venir parce que c'est une construction qu'on voit déjà dans les épisodes. Mais là, je comprends avec la matière qu'ils avaient, évidemment, ils se sont régalés, donc ils ont eu raison. Mais je pense que peut-être que si on n'avait pas eu autant de matière, après je dis ça, c'est pas une règle absolue, hein, ça se trouve, ils auraient fait un épisode spécial avec juste une équipe et on aurait vu une équipe de A à Z, c'est possible aussi. Mais je l'ai quand même un poil senti. Donc voilà. Il va y avoir l'épreuve qui va se dérouler. Léa va être éliminée avec la boule noire, c'est pas bon signe pour elle puisqu'elle essaie de s'illustrer sur les épreuves et là il faut quand même de la puissance physique et c'est pas terrible. Et David va être éliminé alors que David voulait particulièrement le faire, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il avait vraiment envie de le faire donc il va être un peu deg. Moi j'étais deg pour lui parce que j'ai rien pour David ou rien contre lui, honnêtement c'est un candidat pour le moment, je n'ai pas d'accroche sur lui. Mais c'est vrai quand tu as des candidats comme ça qui veulent absolument faire une épreuve parce que pour eux il est vraiment emblématique et qu'ils ne la font pas, c'est toujours un peu décevant pour eux et c'est vrai que c'est triste. Alors qu'il y a d'autres, voilà, je pense qu'il y aurait d'autres épreuves qu'il aurait ratées, peut-être qu'il aurait été moins déçu. Mais là voilà, c'est comme ça, donc il le dit un peu, il dit bah je la regarderai du côté, mais on sent que c'est un peu décevant pour lui parce que c'était vraiment une épreuve qu'il rêvait faire. L'épreuve démarre. Et là, bah... je vais citer ce bon vieux Karim Benzema, hein. Bah, on confond pas la F1 et le karting, si vous voyez ce que je veux dire, parce que bah, y a la Formule 1 des rouges, et puis bah, y a le karting des jaunes, et le Formule 1 des rouges, et bah, voilà, ça va hyper vite, que ça soit avec la pirogue ou le... Ils peuvent même se permettre, avec le radeau, ou avec la pirogue, pardon, de tomber à l'eau, de remonter, et hop, de les rattraper quand même.
aucun problème, c'est une démontada dans tous les sens. Évidemment, donc le plan de Maxime a surperformé, a été excellent, voilà, une démonstration. Et vraiment Maxime, sur cet épisode, il a été une masterclass du début à la fin. Bravo, 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 bravo. D'ailleurs, donc celui qui va s'illustrer, on voit que par exemple Pauline, elle va tout donner. Je parle chez les jaunes, là vraiment je reste sur les jaunes, mais Pauline, elle va tout donner. Aurélien, il va tout donner, etc. Tout le monde va essayer de tout donner. Sauf que ça suffira pas, parce qu'en fait, ils sont à moitié en train de couler, ils avancent pas vite, les autres sont hyper légers, ils avancent hyper vite. Voilà. Le sujet est clos. Et je trouve que ça, des fois, il y a des trucs un peu, tu vois, disputés, etc. Mais là, le fait que ce soit allé hyper vite, c'était hyper choquant, presque limite, et agréable, parce que tu faisais waouh, waouh, waouh. Tu te dis, mais vraiment, ils vont le faire en quelques secondes. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Ça a été une démontada en règle. Et ça, bah, c'était vraiment assez formidable. Et bah, j'étais plutôt très satisfait. Et là, on va préparer le conseil. Retour sur le camp des rouges, et là, retour de la bonne ambiance. Ouais, tout le monde va bien, etc. Pas de problème. Et alors moi, j'ai marqué sur mon truc, j'ai dit, et alors, et la fouille du sac? On y revient pas, etc. Personne, ça n'intéresse personne. En fait, il n'y a que moi que ça intéresse, j'ai l'impression vraiment sur cette île. Ça n'intéresse personne, donc c'est rassurant. En tout cas, je serais content de savoir qu'il n'y a que moi que ça intéresse. C'est formidable. Bon, les jaunes. Maintenant, on va aller chez les jaunes, évidemment, parce qu'on a vu que des rouges, donc on va parler des jaunes. Donc les jaunes ont le moral à 0. Ils se considèrent tous comme nuls. Et surtout, il y a un problème, c'est que dans les éléments un peu plus faibles, il y a Pauline et Léa. Et là, ils ont un problème, c'est que pour eux, Pauline, elle a tout donné sur l'épreuve, et Léa, elle a tout donné sur l'épreuve, et qui constatent bien que elles sont pas nulles. Et qu'en fait, ils sont un peu tous groggy, parce qu'ils savent pas qui est nul. Et des fois, la semaine dernière, on avait vu avec William, c'est qu'il y avait vraiment, ils avaient cette image dans la tête de William qui avance pas dans l'eau, etc. Et donc forcément, comme je vous l'ai expliqué, ça donnait une raison évidente de pouvoir le sortir sans aucun problème. Là, ils ont du mal parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter. Ils disent bah ouais, mais Pauline, elle a super bien joué. Léa, elle s'est donnée à fond. Et en fait, ils sont tous groggy, ce qui fait que personne à l'image ne lance vraiment de pistes. On sent qu'il n'y a pas vraiment de pistes qui sont lancées. Et celui qui va faire absolument une masterclass, ou une disaster class pour être précis, c'est Alexis. Alexis, lui, il va se jeter toutes les misères du monde, toute la misère du monde sur le dos, en disant bah en fait moi je suis nul, j'ai été nul sur cette épreuve, j'ai été nul sur l'épreuve d'avant, je suis pas bon, je pensais être bon mais je suis pas bon, et en fait là on se ment, on dit pas la vérité, etc. Oui, vas-y, enterre-toi tout seul. Enterre-toi tout seul. Tu n'es pas plus nul que les autres, faut arrêter ça, tu n'es pas plus nul que les autres. Juste l'épreuve, l'équipe a pas été bonne, et alors, pas grave, c'est pas grave. Tu sauves tes miches, et puis tu verras pour la suite, tu verras comment ça tourne. Là, il se met la tête dans le sable tout seul, il se condamne tout seul, c'est une catastrophe. Et ça va s'aggraver évidemment. Emery va essayer de le remonter, mais ça suffira pas. Donc on sent qu'il y a 3 éléments en danger. Potentiellement Alexis à force de se jeter des choses dans la tête. Pauline et potentiellement Léa. Et puis un élément sur lequel j'ai parlé tout à l'heure et je ne suis pas revenu, c'est Sarah. Sarah, il y a un moment, son nom va être un tout petit peu cité, puis au final, il ne reviendra pas. Mais c'est juste pour expliquer. Sarah, je trouve que là, sur l'épreuve du radeau, elle va aussi être très déçue de sa performance, etc. Et j'ai quand même une remarque. Elle dit, quand même de façon factuelle, elle dit « Mais en fait, moi, j'arrivais pas à barrer. J'arrivais pas à faire ce qu'on me demande. » Question. Elle s'en est pas rendue compte quand ils se sont entraînés sur le camp. Ils l'ont bien mis à l'eau, cette saloperie. Ils l'ont mis à l'eau. Elle a pas vu qu'elle n'était pas capable de le faire tourner. T'as l'impression qu'elle découvre là qu'elle n'est pas capable de le faire tourner. Je comprends pas. Alors, je pense que c'est certainement lié au fait que vu que on a eu une boule noire pour David, non, je dis n'importe quoi, on a eu une boule noire, pardon, peut-être que voilà, il y a eu des implications, mais je me comprends. Peut-être que ça a eu des implications sur leur méthodo, mais j'en sais rien, j'ai pas compris. Pourquoi, je pose la question, pourquoi elle s'est pas rendue compte qu'elle n'était pas capable de faire ça, déjà sur le camp. Elle n'a pas été capable de se rendre compte qu'elle était en train de faire une bêtise. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et j'ai essayé de vous expliquer ça un peu tout le long de la review, c'est que je pense elle veut bien faire. C'est vraiment une candidate qui veut bien faire. Si vous regardez, elle est active sur le camp, elle est de bonne volonté, c'est quelqu'un, mais qui n'a pas conscience
qu'elle n'a pas les capacités qu'elle prétend avoir. Et ça, on le voit de plus en plus, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'elle s'imagine, elle est pleine de bonne volonté, et ça, moi, j'y reconnais tout à fait. Quand quelqu'un a de la bonne volonté, je dirais toujours à dire c'est bien, bravo, etc. Mais je pense qu'elle n'est pas lucide sur son niveau réel. Sur son niveau réel, elle n'est pas lucide. Donc il va falloir qu'elle le devienne. J'ai l'impression que cet épisode a été un électrochoc et que ça lui servira. Qu'elle s'est rendue compte quand même qu'elle n'était pas autant, parce que je pense que son plan n'aurait pas marché dans l'épreuve d'avant. Que là, dans celle-ci, elle a voulu faire quelque chose dont elle n'était pas capable, etc., etc. Et je pense que ça, il faut qu'elle se rende compte. Peut-être qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dise aussi que non, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Je ne sais pas si ça doit être Amri, parce que c'est vrai qu'il a l'air d'être plus écouté que les autres, j'en sais rien, mais peu importe, mais même quelqu'un d'autre. Peut-être un Sébastien, peut-être n'importe qui, mais quelqu'un qui prenne le truc pour un peu recadrer et voir un peu être capable d'être froid, un peu comme Maxime. Là, pour l'instant, ils n'ont pas ça dans cette équipe et ça ne fonctionne pas, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Si je vous justifie tout ça, si je vous dis tout ça depuis le début, c'est que pour moi, Sarah, c'est un bon élément. Je la trouve toujours intéressante. Je trouve qu'elle a des choses à apporter au programme. Mais que là, il faut vraiment qu'elle se rende compte qu'elle n'est pas au niveau qu'elle prétend, en fait, tout simplement. Et que ça va lui desservir. Parce qu'à force de s'imaginer, peut-être, eh ben, ça risque de coincer à un moment donné. Et là, bon, bah, tout le monde arrive au conseil. Et là... Donc là, à ce moment-là, on va pas se mentir. Donc Pauline nous sous-entend en tout cas que vu que le nom de Léa et Pauline a été pas mal sorti, elle va sortir son collier d'immunité. Elle va protéger, elle va se protéger elle, mais elle n'est pas sûre. Elle dit peut-être que ça vaut le coup de le garder, etc. Mais elle est dans le doute. Bon. Je pense que ça, toute la journée, sur le camp, on l'a pas vu au montage, mais je pense que le prénom de Léa a dû être sorti particulièrement souvent. Particulièrement. C'est-à-dire qu'on a dû avoir des répétitions de Léa, 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 Léa. Et elle a dû paniquer. Sauf qu'arrive le moment du conseil en se disant bah voilà, c'est bon, je vais le sortir, de toute façon je vais le sortir. Et je pense qu'elle s'est assise sur son truc en disant je vais le sortir. Peu importe ce qui se dit, peu importe ce qui se fait, je vais le sortir. En fait, elle a gardé la même stratégie. Je pense que ce qui s'est passé au conseil, je peux me tromper, mais je pense que ce qui s'est passé au conseil n'a eu aucune influence sur son choix. Elle l'aurait sorti de toute manière. Et je pense qu'elle l'a raté et qu'elle a eu tort de le sortir. Déjà, elle n'a eu aucun vote, mais surtout parce qu'elle ne s'est pas rendue compte que là, il y avait un gros retournement. Et ça, alors évidemment, je rappelle que le conseil est vachement long, il est cuté, donc probablement qu'aussi on n'a pas tout vu, et qu'il y avait peut-être des moments où ils sont revenus sur les cas particuliers de Léa, etc. Bon, peu importe. Mais c'est vrai qu'avec ce qu'avait donné Alexis, bah voilà, parce que voilà, j'y viens. Hein. Donc Alexis, bah là, une démontada épisode 2, hein. Il va donc nous sortir tout ce qu'il a, pas sur le camp lui. Ah non, parce que limite, tu fais ça sur le camp. Bah, ça aurait peut-être condamné Alexis tout de suite. Parce que là, ils peuvent aller se voir et ils se disent, bah écoute, il y a un peu plus d'Alexis, on va le dégager, etc. Mais là, il le fait directement au conseil, ce qui fait que les gens n'ont pas vraiment le temps de réagir. Mais au final, bah, ils vont changer leur fusil d'épaule. Vu qu'ils n'étaient pas particulièrement convaincus, parce qu'en fait, ils voyaient pas de points faibles, ils voyaient pas de machin, etc. Ils voyaient pas de points. Bah, là, ils ont l'argument tout trouvé. Alexis se trouve nul, donc il se descend. Et il descend tout le monde. Que dans cette équipe, il y a une mentalité pourrie, qu'il y a un problème de communication, il massacre tout le monde, Léa, ça va pas, Amri, il l'a traité de roi Amri, j'ai fait, mais d'où, comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est cette histoire, et boum, là, il te sort des trucs, évidemment, aucun candidat ne comprend ce qui se passe, aucun candidat ne comprend les enjeux, et donc là, ça s'enchaîne, et là, ils sont tous, il y a ce moment, où il dit quand même, de façon extrêmement factuelle, Sébastien, masterclass, je connaissais pas cette expression, moi je connaissais surtout, on n'a pas élevé les cochons ensemble, on ne vit pas dans un poulailler, pour que tu nous expliques ça comme ça. Bref, il veut qu'on se dise les choses, mais il y a un moment donné, il aurait pu le dire avant, là ça ferait n'importe quoi. Donc forcément, ils sont en train de gueuler, ils bug, ils râlent, etc. C'est formidable, moi j'adore ce passage. Bref, c'est le bordel. Pauline et Léa, elles regrettent le manque d'unité qu'on peut ressentir dans l'équipe. Tout le monde se reproche pas mal de trucs. Amri ne serait pas forcément dans la bienveillance et la discussion. Enfin bref, il a, mais alors explosé en vol. Il a explosé en vol. Et ça, c'est extraordinaire et exceptionnel. Et je peux pas dire autrement. Vraiment, il y a eu une disaster class, comme on dit, hein, mais on peut pas faire mieux, quoi. Et puis ensuite, donc, Pauline va sortir son collier, comme je disais tout à l'heure, elle va le gâcher puisqu'elle n'aura 0 vote contre elle, ni contre Léa, parce qu'elle va le donner pour Léa. Léa, si Léa va avoir un vote, j'ai noté ça, il semblerait. Bon, oui, mais Léa, donc un vote, mais ce vote n'a pas été comptabilisé. Alexis, 5 votes comptabilisés, évidemment, et Sarah, 2 votes.
C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que je pense que Sarah, il y a un côté où les gens se sont rendus compte qu'ils sont pas forcément à la hauteur de l'événement, etc. Et puis pour les jaunes, alors là, eux, à la fin, au bout du bout, Denis, hein, qui est vraiment le brocanteur cette saison, parce que là, il peut te sortir donc le kit de pêche, il peut te sortir des pizzas, il peut te sortir n'importe quoi, et là, il te sort 700 grammes de riz, parce qu'il prend en pitié les jaunes qui ne sont pas à la hauteur de l'événement, pour leur dire, allez, tiens, je vous redonne 700 grammes, comme ça vous fera toujours ça pour peut-être vous requinquer et que vous puissiez repartir de l'avant, parce que peut-être aussi le fait de ne pas manger, ça fait quand même 12 jours qu'ils n'ont pas mangé, donc forcément ça crée vraiment un énorme et gigantesque décalage. Et puis Alexis, dans son portrait final, va quand même parler du fait qu'il se soit sacrifié, qu'il cherche de faire un électrochoc. Alors il y en a qui ont parlé d'abandon volontaire. Il a témoigné il n'y a pas longtemps pour dire que non, c'est pas un abandon volontaire, que non, c'est vraiment qu'il espérait bien un électrochoc, etc. Bon, vous y croyez pas, vous réfléchissez, vous y réfléchissez pas. Et franchement, c'était du grand n'importe quoi. C'était du grand n'importe quoi de A à Z, mais c'était très drôle. J'ai vraiment ri de voir des candidats faire n'importe quoi. Il y a des gens que ça va agacer, parce que forcément, ça rappelait un peu les anges, ça rappelait un peu des bordels, etc. Mais franchement, qu'est-ce que c'était drôle. J'ai absolument adoré cet épisode. J'ai adoré cet épisode parce qu'il avait tellement d'éléments où tu tapais la tête en te disant mais il faut n'importe quoi, que c'était extrêmement drôle. C'était du pur divertissement, alors faut aimer. Moi, c'est évidemment ce que je préfère dans le programme, donc je suis hyper content. Mais j'espère pour vous que vous avez apprécié. Mais dites-moi vous dans les commentaires, parce que je pense que c'est un épisode qui va cliver énormément. Parce qu'il y a des gens, je pense qu'ils en avaient rien à foutre de ce qui s'est clashé là. Moi, j'espère qu'on reviendra sur la fouille de sac, hein, dans la famille, s'il vous plaît. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. J'ai essayé qu'elle soit pas trop longue, parce que j'avais beaucoup de choses à dire, donc je suis allé à l'essentiel. J'espère que j'ai été le meilleur, en tout cas dans cette vidéo, parce que franchement, c'était pas facile. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, évidemment, pour me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!